Bonjour à toutes, à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous m'entendez bien? Est-ce que certaines peuvent réagir? Parfait. Merci Dominique. Bon, eh bien, nous allons démarrer immédiatement. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents pour ce 3e webinaire qui porte sur une thématique extrêmement prégnante, à savoir quid du divorce par consentement mutuel par acte d'avocat en période de Covid-19. C'est vraiment une grande problématique parce que si effectivement, comme vous le savez toutes et tous, mais on va le rappeler de manière extrêmement précise et exhaustive, ce divorce par consentement mutuel par acte d'avocat se déroule au sein d'un cabinet d'avocats, avec 2 avocats, un pour chaque partie. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt, que ce soit les tribunaux, mais aussi, on va dire, l'activité dans les avocats. Beaucoup de gens qui avaient des dossiers en cours sont plongés, et je pense que vous partagerez cet avis avec nous, dans une forme un petit peu d'attentisme, parfois de sidération, et ce qui était très urgent à un moment ne l'est plus trop. Ou alors certains couples qui veulent absolument divorcer doivent attendre précisément que on arrive dans cette période de déconfinement pour éventuellement mettre en place des rendez-vous de signature pour signer ces divorces amiables. Donc, on est aujourd'hui plongé dans un contexte extrêmement aléatoire, extrêmement et on a l'impression que ça remet en cause, on va dire, l'équilibre des procédures en cours. Or, bien heureusement, ça n'est pas le cas, et particulièrement pour tout ce qui concerne le divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat. Donc, je rappelle simplement qu'aujourd'hui, bien que l'activité des tribunaux soit arrêtée, elle va reprendre. Madame Belloubet, qui est la ministre de la Justice, a annoncé que les magistrats allaient être aidés par 3000 vacataires pour essayer de rattraper le retard au niveau des audiences. Et les tribunaux sont toujours ouverts, comme je l'ai dit dans les précédents webinaires, pour tout ce qui est cas de violence conjugale, en tout cas des dossiers qui sont d'une particulière gravité, notamment les ordonnances de protection. Donc, en ce qui concerne donc les tribunaux, ben, ils sont fermés. Les cabinets d'avocats et les études notariées ne sont, elles, pas fermées et continuent d'avoir des liens, bien heureusement, avec leurs clients actuels ou leurs futurs clients, notamment par visioconférence. Je vous ai d'ailleurs envoyé un mail, un mailing pour vous expliquer que, bien évidemment, nous, au cabinet Buchinger, nous continuons à recevoir les gens par visioconférence dans le cadre de ces consultations juridiques gratuites, notamment par le biais de ces carnets de consultation qu'on vous envoyait. Mais voilà, maintenant, vous pouvez tout à fait dire aux agents et salariés que vous rencontrez que nous continuons à les informer, à les conseiller par le biais de rendez-vous téléphoniques ou de visioconférences. En tout cas, pour tout ce qui concerne donc ce fameux divorce par consentement mutuel et par acte d'avocat, qui ne nécessite plus depuis 2017 la présence d'un juge, mais seulement celle de 2 avocats et d'un notaire. Donc, on continue à suivre les dossiers, les notaires continuent à le faire, les avocats continuent à le faire, puisque précisément, on n'a pas besoin de passer devant le JAF. Seulement, il y a des règles procédurales assez strictes sur lesquelles reviendra maître Julie Arros, et elles qui sont incontournables et qui sont ralenties actuellement. Donc, aujourd'hui, donc la question qui est posée par cette thématique de webinaire, c'est la suivante. Cette procédure de divorce amiable est-elle toujours envisageable pendant le confinement? Donc, bien évidemment, je vais déjà vous répondre, bien évidemment et bien heureusement, oui, même si le confinement a changé nos modes de vie, notre quotidien, nos habitudes de travail, et se révèle parfois un douloureux test, on va dire, pour la solidité d'un mariage, ou même pour des gens qui souhaitaient divorcer et qui sont obligés de cohabiter ensemble. Ça, c'est, on va dire, le constat général. Donc, ce que je vous disais, c'est très, très important, c'est quelque chose de bon sens, mais sur lequel se posent beaucoup de questions et on a beaucoup donc, de questions en ce sens qui viennent de la part de clients ou de futurs clients, à savoir, est-ce qu'on travaille en ce moment? Oui, bien évidemment, nous travaillons et nous pouvons préparer des procédures, que ce soit amiables ou contentieuses, et idéalement amiables, notamment dans le cadre de cette procédure de divorce par consentement mutuel qui se fait par acte d'avocat. Donc, ça veut dire on ne passe pas
devant le juge aux affaires familiales. Donc, ce qui serait important de rappeler à ce stade-là, et là je vais passer la parole à Léa, qui est notre stagiaire, élève avocate, que dit le Code civil, à quel article sur le divorce par consentement mutuel en temps normal? Est-ce que Léa, tu peux nous éclairer, nous énoncer ce fameux article 229 du Code civil? Alors oui, cet article 229 du Code civil, il rappelle qu'un divorce peut être prononcé dans 4 cas différents. Donc, soit en cas de consentement mutuel, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou en cas d'acceptation du principe de la rupture du mariage, en cas d'altération définitive du lien conjugal, ou en cas de faute. Le divorce par consentement mutuel ou divorce amiable, c'est le seul type de divorce qui n'est pas contentieux. Voilà, Comme donc vous avez pu le dire. Donc c'est intéressant de voir que donc cette réforme du divorce par consentement mutuel, qui permet justement, qui était déjà avant la réforme, qui était déjà le seul divorce, on va dire, amiable. Les 3 autres types de divorce que vous avez énoncés, Léa, ce sont des divorces contentieux, donc pour lesquels on a besoin de déposer une requête et d'aller devant le juge aux affaires familiales. Donc là, il serait intéressant de rappeler depuis quand est en vigueur cette réforme du divorce par consentement mutuel, Léa? Eh bien depuis maintenant plus de 3 ans. Alors en fait, c'est la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a réformé le divorce par consentement mutuel. Et donc depuis le 1er janvier 2017, ce type de divorce permet aux époux de se séparer à l'amiable en signant simplement une convention qui a été rédigée par leurs avocats et ce, sans avoir recours au juge dans la majorité des cas. Le recours au juge aux affaires familiales sera nécessaire seulement dans le cas où l'enfant du couple demande d'être auditionné par le juge. Donc finalement, le but de cette réforme, c'est en grande partie de désengorger les tribunaux, puisque grâce à elle, les juges aux affaires familiales pourront se concentrer sur les divorces contentieux, dont les délais ont été de traitement des procédures ont été augmentés ces dernières années. La réforme, elle simplifie et accélère toutes les démarches pour les couples qui souhaitent se séparer à l'amiable. Ah, donc précisément, Léa, est-ce que tu peux nous rappeler les avantages du divorce par consentement mutuel depuis cette réforme de 2017? Mais le plus gros avantage, c'est que le divorce par consentement mutuel, c'est un accord qui est passé à l'amiable entre les époux. Donc les gens ne passent pas devant le juge, et puis c'est les époux qui vont vraiment passer cet accord et se mettre donc d'accord sur tous les points qu'ils ont en commun, que ce soit leurs enfants, leur domicile, leur argent, leurs biens, qu'ils soient meubles ou immobiliers. Et c'est leur choix à eux qui seront indiqués dans la convention que vont rédiger les avocats. Et ensuite, cette convention sera signée par le couple, et ainsi le divorce sera effectif, tout simplement. Très bien. Je te remercie beaucoup, Léa. Donc, tu as rappelé, on va dire, les contours, les contours généraux de ce nouveau divorce amiable par acte d'avocat. Donc, le principe est toujours le même. Le principe est le même qu'avant cette réforme de 2017, à savoir qu'un divorce par consentement mutuel, c'est un accord qui porte sur toutes les conséquences du divorce. Et j'insiste bien sur toutes. Ça veut dire tant les conséquences familiales que patrimoniales. Si on n'est pas d'accord sur un point ou sur un autre, il faut passer devant un juge aux affaires familiales. Et là, précisément, on passe d'un divorce amiable à un divorce contentieux. Donc, ce fameux accord portant sur toutes les conséquences du divorce sont encadrées par des étapes incontournables. Donc, cette procédure expose de manière très claire qu'il y a des étapes donc incontournables. Elles le sont d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne passe pas devant le juge d'affaires familiales. Donc, il n'y a plus, comme j'ai dit souvent, dans le cas des petits déjeuners juridiques ou des précédents webinaires, il n'y a pas cette solennité qu'il pouvait y avoir quand les couples attendaient de passer devant le juge d'affaires familiales. Et cette solennité qui n'existe plus, eh bien, elle a été remplacée par un formalisme extrêmement important en termes procédural. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Maître Julia Rose, qui est spécialiste de ces questions. Et est-ce que, Julie, vous pouvez nous éclairer sur toutes les procédures du divorce par consentement mutuel par acte d'avocat?
Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis contente aujourd'hui de vous parler du divorce par consentement mutuel parce que c'est un mode de divorce que l'on tente de privilégier dans la mesure de la faisabilité le plus souvent possible parce que c'est un divorce où les parties vont partir plus sereinement parce qu'elles auront créé leur propre accord qui ne leur ont pas été imposés par le juge d'affaires familiales. Et si les époux, effectivement, partent plus sereinement, alors par voie de conséquence, les enfants aussi sortent plus sereinement du divorce de leurs parents. Donc, c'est vraiment un divorce qu'on privilégie le plus souvent possible quand c'est le cas. Donc, au niveau, je vais vous parler aujourd'hui de deux choses. La première chose, ça va être le contenu d'une convention de divorce. Et la deuxième chose, ça va être en termes de procédure, comment ça va se passer. Donc, au niveau du contenu, je rappelle ce qu'a dit Madame Judith Buchinger. Effectivement, le divorce par consentement mutuel suppose, comme son nom l'indique, un consentement. Un consentement à la fois sur le principe de la rupture du mariage. Donc, évidemment, les époux doivent s'entendre sur la rupture, sur le fait de divorcer de manière définitive et irrévocable. Et dans un second temps, doivent être d'accord, évidemment, sur toutes les conséquences du divorce. Toutes les conséquences du divorce, ça va être deux choses. Ça va être dans les mesures entre les époux eux-mêmes et dans les mesures à l'égard des enfants. En ce qui concerne les époux eux-mêmes, il y a donc différents points sur lesquels les époux vont devoir s'entendre. Le premier point va concerner la liquidation de leur régime matrimonial. Donc là, effectivement, on va avoir une différence tant sur la difficulté que sur le temps de la procédure entre des époux qui vont être propriétaires d'un bien immobilier ou des époux qui ne vont être que locataires et qui n'auront pas acquis durant le mariage un bien immobilier en commun. Alors effectivement, si les époux ont été propriétaires, sont propriétaires d'un bien immobilier commun, pour un divorce par consentement mutuel, et c'est là aussi l'avantage de cette procédure, il va falloir d'abord liquider la communauté. C'est l'avantage, je dirais, parce que ça permet de sortir de cette indivision et donc, en conséquence, de régler la grande problématique. Alors, on sait qu'il y a aussi une problématique souvent liée aux enfants, mais la problématique d'être propriétaire en commun est quand même une problématique importante. Donc, on va avoir trois solutions qui vont précéder la signature d'un divorce par consentement mutuel pour que les époux puissent liquider leur régime matrimonial. La première solution, ça va être celle dans laquelle les époux vont vendre leur bien immobilier. Et une fois la vente effectivement concrétisée et le partage du prix de vente réalisé entre les époux, alors les époux n'auront plus de patrimoine immobilier et pourront divorcer par acte d'avocat. La deuxième solution, c'est l'hypothèse que l'on voit très fréquemment où l'un des deux époux a envie de garder le domicile conjugal parce qu'il a envie de garder le cadre de vie des enfants. Et alors à ce moment-là, l'un ou l'autre des époux peut racheter la part de l'autre, ce qu'on appelle un rachat de part, dans le cadre d'un acte notarié. Étant précisé qu'actuellement, les études notariées, comme les cabinets d'avocats, fonctionnent et qu'un décret a été mis en application pendant le confinement qui permet aux notaires de signer par voie électronique leurs actes, ce qui nous permet à nous, effectivement, d'avancer. Alors, la problématique aujourd'hui, effectivement, mais qui probablement va être soulevée dans les prochaines semaines, c'est la problématique des banques qui, elles, fonctionnent quand même plus difficilement et donc des déblocages éventuels de prêts dans le cadre d'un rachat de parts. Et la troisième hypothèse pour sortir de l'indivision, si la vente ne se fait pas ou que le rachat de parts est trop compliqué financièrement à supporter pour l'un ou par l'autre, c'est l'indivision. Dans certains cas, très souvent, mais pas toujours, dans le cas des résidences secondaires, alors les époux aiment bien pouvoir conserver une résidence secondaire où ils pourront alternativement passer du temps pendant les vacances avec leurs enfants, mais cela peut aussi se voir sur le domicile conjugal. Les époux peuvent alors rester en indivision sur le bien, mais cette indivision sera cadrée dans le cadre d'une convention d'indivision qui prévoira quelles seront les modalités de jouissance, qui prendra à sa charge les éventuels prêts et charges, pendant quelle durée, etc., etc., ce qui permettra de fixer un cadre à cette indivision. Ça, ce sont donc les trois hypothèses qui vont être choisies par les époux et qui vont être reportées par nous-mêmes avocats dans le cadre du divorce. Donc ça, c'est une des modalités de divorce entre époux. La deuxième, c'est l'usage du nom.
ce qui peut paraître être une chose un peu simple comme ça, mais parfois qui peut poser des problématiques. Alors, la question, est-ce que l'épouse continuera à faire usage ou non de son nom d'épouse? Parfois, nous pouvons dire oui, mais avec telle durée. Ça, c'est quelque chose qui est aussi envisageable. Je vous dis ça parce que, en réalité, ce qui ressort de ça, c'est que l'avantage du divorce par consentement mutuel, c'est que tout est envisageable. Toutes les modalités peuvent être retrouvées. Certaines modalités vont convenir à un couple et vont pas convenir à un autre couple. Et l'avantage du divorce, c'est qu'on peut vraiment créer les modalités qui conviennent le mieux aux parties. Le troisième élément, ça va être la question éventuelle de la prestation compensatoire entre époux. Alors, je ne vais pas développer trop en longueur sur la prestation compensatoire, mais pour faire très court, c'est une somme en capital ou en rente qui peut être versée à l'un des époux qui s'est sacrifié pendant le mariage et qui souffrira post-divorce d'une disparité de revenus qui créera une disparité de train de vie. Alors, ça, effectivement, on est là au mieux pour guider les clients. Donc, il y a cette question de prestation compensatoire qui peut être évoquée dans les mesures entre époux. Et la question d'éventuels crédits, consommation qui auraient pu être contractés. Et on règle aussi les modalités avec lesquelles ils vont pouvoir solder ces prêts. Donc, toutes les problématiques financières patrimoniales qui vont être réglées dans ce divorce à l'amiable entre les époux. La deuxième chose qui va être réglée dans le cas de divorce à l'amiable, c'est la question des enfants. La question des enfants, ça va être la question de l'autorité parentale qui, à 99% des cas dans un divorce par consentement mutuel, d'ailleurs même dans les autres divorces, va être une autorité parentale conjointe, ce qui signifie de manière assez grossière que toutes les décisions qui concernent les enfants sont prises à deux, que ce soit la scolarité, la santé, les activités, etc. Il va y avoir la question de la résidence des enfants qui va être résolue dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Est-ce que les enfants vont avoir la résidence principale chez l'un ou l'autre des parents? Est-ce qu'ils vont être en résidence alternée? C'est l'accord des parties. Et dans le cas où la résidence est fixée chez l'un des parents, alors quel sera le droit de visite d'hébergement de l'autre parent? Et encore une fois, l'avantage de ce divorce à l'amiable, c'est que nous, on peut tout prévoir. Un juge, effectivement, il va prévoir généralement les choses de manière classique, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Nous, l'avantage, c'est qu'on va prendre en compte les particularités des parties. Vous avez parfois un époux qui a des horaires de travail décalés, qui a un emploi qui ne lui permet pas effectivement d'exercer son droit de manière classique. Alors, nous, on peut tout faire. On peut moduler le droit d'hébergement tel qu'il pourrait être le mieux exercé dans la pratique. Et le dernier point, c'est le point de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, communément appelée aussi la pension alimentaire, ce qui va être donc une somme versée par l'époux qui n'aura pas les enfants au quotidien, qui va verser donc à l'autre parent pour l'aider à subvenir aux besoins quotidiens de l'enfant, qui est déterminé en fonction de la particularité des parties et des barèmes que l'on a de la justice. Donc ça, voilà, c'est à peu près dans les grandes lignes. Évidemment, il faut une personnalisation pour chaque dossier, mais dans les grandes lignes, le contenu de ce contrat, parce que la convention de divorce est avant tout un contrat entre les parties. Étant juste précisé que les mesures entre époux sont irrévocables et que les mesures à l'égard des enfants pourraient être modifiées en cas d'éléments nouveaux, soit à l'amiable, soit par un juge aux affaires familiales. La convention de divorce à l'égard des enfants, on espère au moment où on la rédige qu'elle aura vocation à s'appliquer le plus d'années possible, mais il est possible effectivement qu'un élément nouveau intervienne dans l'une ou l'autre des situations des parties, une mutation, comme on en voit souvent, une perte d'emploi avec donc une perte de revenus, autant d'éléments de nature à devoir effectuer effectivement une modification. Étant également précisé que quand on a réussi à s'entendre la première fois et à trouver intelligemment un accord et parvenir à un divorce par consentement mutuel, alors il y a fort à espérer qu'on puisse également, post-divorce, si un élément nouveau devait intervenir, pouvoir aussi trouver un accord. Au niveau de la forme de la procédure, comment ça se passe? Parce que la première question qui va vous être posée, c'est combien de temps ça dure? Alors, les gens, quand ils prennent la décision de divorcer, généralement, ils veulent que ça aille vite. Alors, c'est le grand avantage du divorce par consentement mutuel. Pour les dossiers les plus simples, quand je dis les plus simples, ça va être les dossiers sans bien immobilier.
Et évidemment, les dossiers où l'accord est trouvé facilement, parce que dans certains dossiers, même amiables, on peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à trouver des accords. Alors, dans ce cas-là, le divorce par consentement mutuel peut durer, si on est très efficace, 1 mois. Une fois que le projet est abouti, que les parties sont d'accord avec les termes de ce contrat, chaque avocat envoie à son client par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de convention. Les époux vont alors disposer d'un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception du recommandé. Ce délai de réflexion de 15 jours va leur servir de confirmer leur accord, de relire bien attentivement les termes de ce contrat. À l'issue de ce délai de réflexion de 15 jours, une signature peut être programmée et peut avoir lieu avec les époux et leurs avocats respectifs. Ce rendez-vous va permettre aux époux de confirmer leur volonté de divorcer et de confirmer leur accord sur toutes les modalités du divorce que l'on reliera avec eux le jour J. À partir de la signature, les avocats envoient ce projet à un notaire qui aura, lui, un délai de 15 jours pour ce qu'on appelle enregistrer au rang des minutes, pour dire ça de manière plus simple et moins juridique, enregistrer le divorce. Les époux seront alors divorcés et les avocats procéderont à la transcription du divorce sur les actes d'état civil des époux pour rendre leur divorce opposable au tiers. Et ainsi, c'est à partir de cette transcription que la solidarité s'éteint et que les époux sont totalement libres, notamment s'ils veulent se remarier. Voilà un petit peu comment fonctionne la procédure. Comme je vous le disais, ça, c'est dans les cas les plus simples. Dans les cas où, effectivement, les époux sont propriétaires d'un bien immobilier, alors soit ils décident de vendre, dans ce cas-là, le divorce prendra le temps de la vente plus ce fameux mois de procédure. S'il y a un rachat de parts ou une convention d'indivision, ce sont les délais notariés qui s'appliquent, les délais des banques. Il faut compter généralement 2 à 3 mois. Voilà pour ce qui est de la procédure. Je pense que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Judith, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je remets mon micro. Voilà. Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup, Oui. Maître Arros. Alors, je me permets de rebondir sur 2 points qui me semblent vraiment importants de souligner. Vous n'avez pas eu le temps et ce n'est pas l'objet dans ce webinaire qui est beaucoup trop court, mais vous avez évoqué le paragraphe prestation compensatoire qui se présente dans toutes les conventions amiables. Alors, soit on dit pas de prestation compensatoire, ou alors on dit on fixe une prestation compensatoire, mais quoi qu'il en soit, on doit en parler, même si on précise qu'on refuse tout octroi d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux. Simplement, je veux attirer votre attention sur le fait que précisément, la procédure de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat permet de négocier au mieux et au plus haut une prestation compensatoire en s'affranchissant parfois de certains critères qui sont retenus par la jurisprudence. Je m'explique. Parfois, vous avez des couples qui ont été mariés pendant longtemps, qui ont eu des revenus similaires, où la femme ne s'est pas forcément arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants. Donc, on peut dire un petit peu à froid, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait une prestation compensatoire à l'égard de l'épouse. Mais dans le cas du divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, on peut prendre en compte des critères, on va dire, un petit peu plus psychologisants. Par exemple, la difficulté de la rupture. J'ai eu le cas d'une dame qui a été quittée brutalement du jour au lendemain par son mari après 30 ans de mariage, qui ne lui a plus donné de nouvelles, ni à lui, ni aux enfants. Bon, ils n'avaient pas de disparité de revenus, tout s'était bien passé pendant 30 ans de mariage, mais c'était un peu difficile à encaisser, comme on dirait. Quoi qu'il en soit, je suis en train de négocier avec le conseil adverse l'octroi éventuel d'une prestation compensatoire. Le montant, on n'est pas encore là, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que la prestation compensatoire, elle est envisagée de manière extrêmement souple, extrêmement large, extrêmement fine, dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, et elle l'est beaucoup moins devant un juge aux affaires familiales qui, lui, n'a pas le temps de s'apesantir sur tous les tenants et les aboutissants des 5, 10, 15, 20 années de mariage du couple,
ou des disparités éventuelles de salaire ou de retraite ou des successions à venir. Et donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Maintenant, sur la question qui a été posée, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été décidé dans le cadre d'une convention amiable? Bien heureusement, on est dans un état de droit, on peut revenir sur une convention, mais comme l'a dit très justement Maître Arros, l'idée d'une convention amiable, c'est que ce ne soit pas, j'aime bien prendre cette image-là, même si elle est un peu laïque, il ne faut pas que ce soit comme un yaourt qu'on prendrait au supermarché et qui se révèle être périmé dans 3 ou 8 jours. L'idée d'une convention amiable, c'est que ce soit pérenne dans le temps, au moins quand on a des enfants, le temps d'un cycle scolaire, par exemple, si on signe une convention amiable quand un enfant a 3 ans, qu'au moins ce soit pérenne jusqu'à l'entrée, par exemple, au primaire de l'enfant, que ça dure au moins 3 ans, et ainsi de suite. Pareil pour les collégiens, pour les lycéens, pour les enfants au primaire. Ça permet d'assurer donc une stabilité, une pérennité. Par contre, bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une société très chamboulée, les familles se recomposent très vite, les couples s'en vont, les gens subissent des éloignements géographiques, soit donc pour des raisons familiales ou pour des raisons professionnelles, et tout ça, évidemment, c'est à prendre en compte. Donc, l'idée, en tout cas, nous, ce qu'on fait au cabinet Butinger, c'est de dire aux gens, après la signature du divorce, eh bien évidemment, s'il y a quelconque changement, on vous accompagne dans ces changements-là. Donc, comme l'a posé Dominique, bien évidemment, on est obligé de facturer de nouveaux honoraires parce qu'il s'agit d'une autre procédure. Mais c'est une procédure beaucoup plus rapide, beaucoup moins lourde, je dirais, que le divorce par consentement mutuel, qui va souvent porter sur un point ou sur un autre, soit sur la résidence des enfants, soit sur le montant de la pension alimentaire. Et si on est toujours dans une démarche amiable, eh ben, on peut rédiger aux personnes un petit peu comme pas un petit peu comme une convention de divorce, à savoir ce qu'on appelle une requête conjointe sur pacte de famille. Et quand les gens sont d'accord, eh bien, nous, avocats, soit un seul avocat, là, pour le coup, on peut être seul à représenter les deux parties, soit 2 avocats, après, on fait homologuer cet acte-là devant le juge des affaires familiales. Et dans la plupart des tribunaux maintenant, les gens n'ont pas à se déplacer devant le juge des affaires familiales. Et si les personnes ne sont pas d'accord, eh bien, il faut que les personnes déposent une requête simple devant le juge des affaires familiales en disant voilà, il y a eu des changements de vie, le père ou la mère n'est pas d'accord sur ces changements de vie, et donc là, pour le coup, on passe dans une procédure contentieuse. À savoir que pour ces procédures, je le précise, et beaucoup d'avocats ne le diront pas forcément, là on sort un peu dans le contexte, on va dire, post-divorce, c'est que ce sont des procédures qui sont tout à fait gratuites. C'est-à-dire, il suffit de remplir une sorte de requête CERFA que vous trouvez sur servicepublic.fr ou sur le site du ministère de la Justice. Simplement, c'est assez déconseillé de le faire seul quand les enjeux sont extrêmement importants concernant la résidence des enfants, etc. Si c'est des problèmes pas trop difficiles à régler, par exemple une révision de pension alimentaire, que ça porte sur des montants pas trop importants, on peut le faire seul, mais autant envoyer pour le divorce par consentement mutuel, l'avocat est incontournable, obligatoire. Dans tout ce qui est modification post-divorce, on peut le faire seul, mais il faut le faire seul seulement si le contexte est simple. Si c'est compliqué, il faut reprendre un avocat. Ça, c'est certain. Voilà, ce sont les 2 précisions que je voulais faire et qui me paraissaient extrêmement importantes. Donc, après avoir passé en revue tous les aspects procéduraux extrêmement importants et mis en avant les avantages de cette fameuse procédure de divorce, à savoir qu'elle est consentie, qu'elle est discutée entre avocats, le devoir de conseil de l'avocat est vraiment mis en avant. J'aimerais passer la parole à Maître Rubin pour nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle voit et surtout comment est-ce qu'elle pratique, depuis 3 ans notamment, ce fameux devoir de conseil de l'avocat qui est particulièrement renforcé depuis donc cette réforme en 2017, mais qui me semble encore plus renforcé depuis ce contexte de Covid-19, puisque précisément les tribunaux, s'ils rouvrent, eh bien, les délais vont être encore plus rallongés qu'ils ne l'étaient. Et donc, il me semble, Maître Rubin, je pense que vous direz dans mon temps, que le devoir de conseil de l'avocat qui est au cœur de cette procédure de divorce par consentement mutuel est encore plus renforcé. Donc, je vous passe la parole pour savoir voilà, comment est-ce que vous l'envisagez et certains cas de figure, un petit peu des cas types que vous avez pu voir passer qui pourraient intéresser les participants. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, déjà pour revenir sur ce que venez de dire, je ne sais pas, on m'entend bien? Non, on entend un écho. On entend un écho. Allô? L'écho, je ne sais pas comment on enlève l'écho.
ouvert. Yeah. Des boutons à enlever? Non, je pense pas. Des petits boutons bleus sur les carrés? Non? Non. Non. Alors, je vais peut-être appeler. Vous laissez de parler? Oui, là, ça va? Ça va mieux? Ça va, là, ça va. Ça va mieux? Oui. Je me Oui, là, rapproche. c'est parfait, Oui. c'est très bien. Oui, ça va mieux. Alors, déjà, pour répondre à ce dont vous parliez sur la modification d'une convention, en ce qui concerne les enfants, l'intérêt du divorce à l'amiable, cela fonctionne là? Oui, oui, oui. Oui. Alors, en ce qui concerne les modifications, ce qu'il faut bien prévoir lorsqu'on fait une convention, c'est que voir, excusez-moi un instant, pas des boutons là. Oui, on entend un écho. On va régler ça immédiatement, hein. Alors, j'en profite pour répondre. Moi, on m'entend sans écho? D'accord. Oui, oui, Alors, nous, j'en c'est bon. profite pour répondre. Là. Oui, parfaitement. Pour répondre à la question de Marie-Noël, oui, bien sûr, le divorce par consentement mutuel est reconnu par beaucoup de juridictions étrangères, mais par sécurité. Alors ça, Maître Arros, peut-être vous pouvez en parler. On fait en sorte que cette convention amiable soit passée par le biais des tribunaux, par le biais d'une requête. Alors, peut-être on essaye de voir si Oui. le micro de Maître Oui, Rubin oui, s'établit oui, là, et je c'est bon. répondrai ensuite à la question. D'accord. Oui. Là, c'est bon? Là, c'est Oui, parfait. là, vous m'entendez? Oui, voilà. Alors, c'était juste avant de dire un peu quelle est notre pratique, notamment au cabinet, en ce qui concerne ces divorces par consentement mutuel, pour revenir sur cette idée, est-ce que une convention est définitive ou pas définitive, puisque Judith venait d'en parler. En ce qui concerne l'intérêt de ce divorce à l'amiable, il faut bien voir, comme le disait Maître Arros, c'est une convention qui est faite par les parties, c'est leur divorce, c'est leur vie, c'est toujours ce qu'on dit. En premier lieu, c'est pas à des avocats ou des tiers de leur imposer ce qu'ils vont faire de leur séparation, c'est d'abord à eux. Ensuite, bien sûr, avec les conseils et des avocats, notaires, lorsqu'il y a des liquidations. Toujours est-il, l'intérêt de ce divorce par consentement mutuel, c'est de prévoir aujourd'hui et prévoir l'avenir. Contrairement, lorsqu'on passe devant un juge, on est par exemple le 5 mai, eh bien le 5 mai, monsieur gagne 2000 €, madame gagne 1500 €, les enfants vivent chez la mère, ils ont mis en pratique tel et tel droit de visite, eh bien s'il n'y a pas d'accord devant le juge va appliquer ce qu'il gagne aujourd'hui, comment il pratique les droits de visite, il va prendre fait de ce qui se passe aujourd'hui dans leur couple. Alors, il ne va pas prévoir l'avenir. Or, l'intérêt d'un consentement mutuel, c'est notamment en ce qui concerne les enfants, c'est de pouvoir prévoir l'avenir. On peut très bien dire, aujourd'hui, ils ne font pas de l'alterner parce que les enfants sont trop petits, trop jeunes, et un des parents n'est pas encore tout à fait disponible. Et on peut très bien mettre dans une convention, lorsque l'enfant aura 5 ans, 6 ans, rentrera au CP, eh bien, ils envisageront l'alterner. Ce qui permettra peut-être aux époux, lorsque l'enfant aura 6 ans ou 7 ans, d'éviter de repasser devant le juge et de mettre en place cet alterné. Prévoir aussi une modification, par exemple, en ce qui concerne les revenus. Alors, qu'est-ce qu'on met dans les conventions? Et c'est tout l'intérêt. On va mettre monsieur gagne 3000, madame gagne 1500, de telle sorte que s'il y a un élément nouveau dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, une perte de revenus ou une augmentation de revenus, le montant de la pension pourra être revu, soit amiablement, soit bien sûr devant un juge. Donc l'intérêt de ce consentement mutuel, c'est de prévoir aujourd'hui, mais prévoir l'avenir. On peut même prévoir avec des enfants jeunes des frais d'études supérieurs en disant si monsieur gagne toujours
le double ou le triple de madame, eh bien c'est lui qui assumera à titre principal les études. Ce qui évitera aux personnes, si elles arrivent bien sûr avec intelligence à continuer à dialoguer, de se ressaisir le juge et comme le disait le juge dit, de remplir soit un formulaire CERFA, soit de repasser par un avocat pour refixer des pensions ou des modalités de résidence. Donc bien se dire qu'un consentement mutuel pour les enfants, bien évidemment, c'est toujours révisable, mais on peut prévoir toutes les situations à l'avenir et en cas de contentieux, bien sûr, saisir le juge, mais on peut prévoir l'avenir. De même, on parlait donc du caractère définitif de cette convention. Oui, cette convention, Maître Arros vous l'a dit, effectivement, cette convention, c'est le jour où elle est signée qu'elle devient définitive. C'est-à-dire une fois qu'elle est envoyée en recommandé, que les biens sont vendus ou liquidés et ou qu'ils ont partagé ce qu'ils avaient, des meubles, des comptes, eh bien, une fois l'envoi en recommandé, un rendez-vous de signature est prévu. Si malheureusement une des parties ne vient pas ou le jour où la signature dit « Ah, tu me proposais 500 € de pension par enfant, mais j'ai appris, tu as une promotion, tu ne me le dis pas, je veux 1 000 € par enfant », oui, effectivement, cette signature ne pourra pas avoir lieu et il faudra réétablir une nouvelle convention, renvoyer des recommandés et refaire un nouveau rendez-vous de signature. Donc, il faut bien savoir que ce consentement mutuel ne se finalise qu'à la signature. Et en cas, comme ça se passait d'ailleurs devant le juge, avant qu'on passait devant le juge, si un des époux disait « oui, j'ai signé la convention, mais je veux réfléchir encore », le juge renvoyait à 1 mois, à 2 mois pour qu'il représente une éventuelle convention. Donc, il faut bien comprendre que cette convention sera définitive en ce qui concerne les parties, en ce qui concerne tout l'aspect liquidation de leurs biens, les voitures, les meubles, les immeubles, s'ils ont été devant un notaire ou s'ils ont vendu, et s'il y a une prestation compensatoire ou pas de prestation compensatoire, eh bien, c'est terminé pour eux. Par contre, tout ce qui concernera les enfants, au vu, bien évidemment, d'un élément nouveau, on ne peut pas revoir une convention, je dirais 2 mois, 3 mois après un jugement. S'il y a un élément nouveau concernant les enfants, ce sera revu. Donc, d'où l'importance du devoir aussi de conseil de l'avocat, notamment on parlait de prestations compensatoires. Beaucoup de gens, comme le disait Maître Arros, eh bien, ils sont pressés, ils veulent divorcer vite. Eh bien, c'est vrai, ça peut être un moyen pour un homme ou pour une femme d'en profiter. Vous avez des femmes qui auraient droit à des prestations, qui pourraient prétendre à une prestation compensatoire, qui ne vont pas en solliciter parce qu'elles savent que leur mari ne veut pas divorcer et elles veulent s'éviter des procédures qui vont durer 3 ans, 4 ans s'il fait appel. Et donc, à ce moment-là, elles vont dire « oui, je renonce à une prestation compensatoire » et c'est souvent le cas des femmes qui déjà envisagent de refaire leur vie et qui se disent « bon, je renonce à cette prestation, mais j'aurai ma liberté rapidement. » Et de même, vous avez des hommes qui gagnent, puisque c'est vrai, la tendance est au salaire plus élevé des hommes, eh bien, qui vont être beaucoup plus généreux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel parce qu'ils veulent leur liberté rapidement, ils veulent éviter qu'une femme reste dans une maison durant des années et cela gratuitement, eh bien, ils vont souvent proposer des prestations compensatoires beaucoup plus élevées pour avoir leur liberté. Donc, ce consentement mutuel, c'est vrai, présente beaucoup d'avantages, notamment en fonction de ce que l'on souhaite, sa liberté rapidement, pas rapidement, mais souvent, on obtient, comme le disait Judith, des femmes, des hommes obtiennent des avantages bien plus importants que lorsque c'est un juge qui va fixer une prestation sur de simples critères qui ne seront plus du tout psychologiques, mais des critères qui vont être les revenus, la durée du mariage, la disparité. Donc là aussi, l'importance de ce consentement mutuel, bien sûr, avec le devoir de conseil des parties. Alors, nous, en ce qui concerne, je dirais, ce consentement mutuel, notamment durant cette période de confinement, oui, il y avait des couples qui avaient commencé, préparé leur consentement mutuel et cette signature n'a pas pu se faire, eh bien, elle va se faire prochainement lorsque le confinement sera levé et on organisera des rendez-vous de signature, bien sûr, avec toutes les précautions qui s'imposent, je dirais des tables à rallonge et non plus des réunions de signature 4 toutes proches, mais elles se feront signature. Par contre, c'est vrai que si les personnes envisageaient de divorcer, il fallait profiter, souvent on a pu négocier ainsi avec des avocats, avec des confrères de couples qui voulaient divorcer, notamment les couples qui ne vivent
vivaient pas sous le même toit, parce qu'il faut dire, c'est vrai que ce confinement, même pour ces couples qui envisageaient de séparer, parfois, ce confinement n'a pas permis, je dirais, étant, je dirais, un peu l'un sur l'autre, de favoriser ce consentement mutuel. Par contre, pour tous les couples, je dirais, quelque part séparés, eh bien, effectivement, le confinement a permis de dialoguer, d'avancer vers un projet de convention, de même les envoyer en recommandé et de prévoir une signature bientôt. Alors nous, notre pratique, oui, lorsqu'une personne vient et nous dit « je voudrais divorcer, j'aimerais bien le faire amiablement », qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, généralement, on lui remet un projet de convention. Un projet de convention pour qu'elle en parle, s'ils arrivent bien sûr à dialoguer, parce que malheureusement, il y a des couples qui ne se parlent plus, qui n'arrivent pas à dialoguer. Le rôle parfois d'un médiateur ou d'un membre de la famille qui pourrait intervenir. Eh bien, on leur remet tout de même un projet de convention en lui disant soit vous en parlez des visus, soit vous en parlez par mail. Lui montrer, t'es peut-être pas très chaud de divorcer, parce qu'on sait très bien, dans un divorce, ben, il y en a un qui est souvent à 3 kilomètres et l'autre, il est derrière. Ça veut dire qu'il y en a un qui a déjà pris sa décision il y a bien longtemps et l'autre, parfois, est un petit peu surpris par cette décision. Eh bien, lui montrer, voilà, qu'est-ce que c'est un divorce par consentement mutuel? Voilà la forme papier, on va parler du nom, du logement, de la prestation, des enfants. Voilà de quoi il faut parler. Et souvent, cela permet, je dirais, d'amorcer ce dialogue, de aussi dédiaboliser ce divorce par consentement mutuel, où beaucoup de personnes ont l'impression « ah, tu veux me faire signer tout et n'importe quoi ». Donc, après qu'ils aient vu un peu ce projet, eh bien, on peut le mettre donc en forme, par mail, par téléphone, et après, les choses peuvent partir sur le plan avec l'avocat qui conseillera monsieur ou madame, peuvent partir rapidement. Mais c'est vrai que ce confinement nous a permis, durant cette période notamment, nous a permis d'avancer sur ces consentements mutuels, de dialoguer avec les époux et de permettre l'établissement de ces conventions. Alors, les notaires, lorsqu'il y a des biens immobiliers, comme vous l'a dit Maître Arous, ont eu l'avantage de pouvoir signer de manière électronique les liquidations de communautés ou les ventes de biens lorsqu'il y avait des ventes. Alors aujourd'hui, avant ce confinement, comment ça se passait? Il y avait ce qu'on appelle le circuit court pour les divorces à l'amiable, c'est-à-dire, en principe, pour signer chez les avocats, avec les deux avocats, il faut attendre que la liquidation soit signée. Eh bien, ce qu'on faisait, et c'était prévu, je dirais, avec les notaires, souvent ce qu'on faisait pour éviter de fixer 2 dates de rendez-vous, eh bien, les époux signaient l'acte de partage lorsqu'une des parties, je dirais, achetait la part de l'autre, ou lorsqu'il y avait des conventions d'indivision, lorsqu'ils laissaient le bien en commun, en jouissance, qui se passe souvent pour les résidences secondaires, eh bien, ils venaient signer chez le notaire et le même jour, chez le notaire, dans une autre salle, eh bien, on signait la convention du divorce, c'est-à-dire un circuit court. Mais pour cela, il fallait bien évidemment que le projet de liquidation ou la convention d'indivision soit validé par les époux, et donc on envoyait les conventions recommandées 15 jours avant et on faisait la signature donc chez le notaire à la fois de l'acte notarié et de la convention de divorce. Ce qui évitait, c'est ce qu'on appelle le circuit court, évite de fixer de rendez-vous. Alors je me suis dit peut-être avec ce confinement, peut-être, et j'espère qu'il va se lever rapidement, si malheureusement pour X raisons il devait perdurer, eh bien je pense que nous pourrions faire ces signatures effectivement lorsqu'il y a des biens ou lorsqu'il y a des partages, nous pourrions continuer à le faire, pourquoi pas, de cette manière électronique en visioconférence. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, parce que nous espérons que ce confinement cesse et que ces rendez-vous de signature de la convention avec les deux avocats vont pouvoir reprendre. Néanmoins, si pour X raison ce confinement devait perdurer, pourquoi pas, à partir du moment où les notaires, par ce décret, peuvent faire ces signatures de manière électronique, nous pourrions peut-être organiser ces signatures de convention aussi avec les avocats de manière électronique si ce confinement devait malheureusement perdurer. Donc bien comprendre que ce divorce à l'amiable est très intéressant parce qu'il permet effectivement aux parties
de faire eux-mêmes, prévoir eux-mêmes leur séparation, de même qu'ils ont décidé de se marier, de même ils décident de se séparer, avec le conseil bien évidemment des avocats. Et effectivement, il faut, lorsque on est deux avocats, il faut être tous les deux aussi un peu sur la même longueur d'onde, faire comprendre aux parties leur intérêt, parce que le grand intérêt du divorce par consentement mutuel, c'est d'une part qu'on est divorcé, d'une part qu'on s'est mis d'accord quand il y a des enfants, mais surtout on a liquidé ce qu'on avait ensemble. Il n'y a plus de compte à partager, les voitures sont partagées, les meubles, on avait un bien, il a été vendu, on le garde ensemble, tu payes tel crédit, je rachète ton crédit. Tout est réglé, c'est-à-dire qu'on est divorcé et je dirais, c'est terminé, on n'a plus de lien, notamment sur l'aspect financier. On aura un lien, bien évidemment, avec les enfants s'il y a des enfants, mais en ce qui concerne les biens, les prestations compensatoires, tout cela est réglé et de manière définitive. Merci beaucoup, Maître Rubin, pour toutes ces précisions. Je précise un point extrêmement important, je le redis parce que oulala, alors le modèle de convention n'est pas anonyme. Alors je vous explique, c'est un modèle dans lequel j'ai mêlé plein de noms différents. Donc ce n'est pas des personnes physiques existantes dans la vraie vie. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'était simplement pour vous donner une idée de quoi ça. Les personnes nommées n'existent pas. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Mais je vais vous envoyer un modèle aussi complètement sans aucune mention. Mais celui-là, ne vous inquiétez pas, c'était précisément fourni pour nos clients avec des noms tout mélangés, des dates de naissance tout mélangées qui ne correspondent à aucun état civil particulier. Je voulais simplement vous redire ce point-là très important. Aujourd'hui, en l'état du droit, il n'y a pas de décret qui autorise les avocats à procéder à des signatures de manière électronique. Pour l'instant, c'est absolument impossible. Donc, même si quelqu'un nous supplie de le faire, ce n'est pas possible en l'état. Ce sera peut-être comme dit Maître Rubin, mais en l'état, ce n'est pas possible. Donc, voilà, au sein du cabinet, on essaie d'organiser ça au mieux et on le fera pour que toutes les normes de distanciation soient respectées, que personne ne prenne quelconque risque que ce soit. Mais pour l'instant, à distance, ça n'est pas possible. Alors, je vais peut-être passer la parole à Maître Arros sur un point très important qui est la liquidation du patrimoine, puisqu'on a bien compris que toutes les conséquences du divorce doivent être réglées avant la signature du divorce par consentement mutuel, même dans ce contexte de confinement, puisque on en revient, c'est le thème du jour. Est-ce que toutes les obligations inhérentes à la procédure du divorce par consentement mutuel demeurent? Eh bien, oui, elles demeurent. On est obligé d'avoir réglé toutes les conséquences du divorce avant de procéder à la signature du divorce. Donc, on a eu quelques questions, Maître Arros, notamment sur les trois possibilités de liquider un bien, et notamment sur la problématique de la convention d'indivision. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Est-ce que c'est pas intéressant? À savoir que quand un couple veut mettre en vente un bien, on sait qu'aujourd'hui, les délais vont être vraisemblablement particulièrement rallongés. Voilà, on vous écoute, Julie. Oui, tout à fait. Alors, je vois les questions qui sont posées, donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Donc, la première question, j'ai vu, c'est sur la fiscalité d'une liquidation. Alors, effectivement, c'est une bonne question, parce qu'il y a des droits de partage quand on va liquider un bien. Donc, quand les époux vont décider de vendre le bien, vous savez que ce qu'on appelle frais de notaire, hein, mais ça c'est un abus de langage, en réalité c'est des droits d'enregistrement, on devrait appeler ça comme ça, mais on va dire donc les frais de notaire, quand vous achetez un bien, vous payez ces frais de notaire. Quand vous vendez le bien immobilier, vous ne payez pas les frais de notaire. Donc si les époux ont fait le choix de vendre le bien, ils n'auront pas de frais de notaire à payer. Alors, il peut y avoir éventuellement la question de la plus-value immobilière sur une résidence secondaire, mais on ne peut pas faire de la fiscalité trop approfondie, mais pour faire de manière assez synthétique, un domicile conjugal qui serait vendu n'entraînerait pas de frais dits de notaire. Si les parties ont choisi de
racheter la part de l'un ou de l'autre. Alors là, oui, il y aura des droits d'enregistrement parce qu'il y a un changement de propriété. Le bien était la propriété de monsieur et madame X et il va devenir la propriété soit de monsieur X, soit de madame Y. Donc, ce transfert de propriété entraîne un coût de modification à la publicité foncière et autres coûts d'enregistrement qui aujourd'hui sont de l'ordre de 2,5% de la masse active nette. Alors, il y a eu un projet de loi de finances qui finalement a été reporté, qui va baisser les droits d'enregistrement. Alors, on projette d'ici 2022 de passer les droits d'enregistrement de 2,5% à 1,1%. Donc, ça fait une très grosse différence sur un patrimoine immobilier conséquent. A priori, en janvier 2021, sous réserve que ce ne soit pas encore repoussé, parce qu'il va falloir peut-être être un peu patient, mais on devrait probablement passer de 2,5 à peut-être 1,8% pour atteindre le 1,1% en 2022, j'imagine. Ça, c'est au niveau des frais dans le cadre d'une liquidation. Alors, les époux nous posent toujours la question. Si monsieur rachète la part de madame ou que madame rachète la part de monsieur, qui prend en charge le coût notarié? Il n'y a pas de règle. Le code civil, vous ne trouverez pas la réponse dans le code civil. La réponse, c'est soit les époux considèrent que c'est celui qui rachète la part de l'autre qui doit prendre à sa charge les droits d'enregistrement parce que si l'autre époux avait décidé de vendre, alors il n'aurait rien eu à payer, ou il y a des époux qui vont se dire on va les partager à deux puisque on n'a pas besoin de payer, entre guillemets, les commissions d'agence si on avait mis le bien en vente. On gagne le temps d'une mise en vente, de chercher un acquéreur. Là, au moins, c'est facile, c'est toi qui me le rachètes. Donc, les deux solutions sont envisageables. Il faut voir la situation des parties. Ça, c'est quelque chose qui peut se négocier, qui entre dans le processus de négociation. Ça, c'est au niveau de la fiscalité, puisque la question a été posée. Et puisque je suis sur la fiscalité, très rapidement, je vous parle vraiment très rapidement de la fiscalité de la pension alimentaire et de la résidence alternée. Donc, lorsque les enfants sont en résidence alternée, le grand principe, c'est de partager la part fiscale des enfants. Si on opte pour ce principe et que, en dépit de l'alternance, il y a quand même un époux qui verse une pension alimentaire à l'autre, alors cet époux, il ne pourra pas la déduire fiscalement parce qu'il y a un choix à faire entre le bénéfice de la part fiscale ou le bénéfice de la réduction de la pension alimentaire. Si on est dans le cadre d'une résidence principale fixée chez l'un des deux parents, alors il n'y a pas de débat, cet enfant sera rattaché au foyer fiscal du parent chez qui il réside et l'autre parent qui verse une pension alimentaire pourra déduire la pension alimentaire. Ça, c'est sur l'aspect fiscalité patrimoniale. Évidemment, on sera disponible pour en discuter plus en longueur. Sur la question des étrangers, parce qu'elle a été posée, elle est extrêmement pertinente. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les époux ont envie que leur divorce, qui sera effectif en France, crée des effets dans leur pays d'origine? Sous réserve aussi que le mariage ait été transcrit dans leur pays d'origine, parce que vous avez un époux qui peut avoir la nationalité d'un pays, s'être marié en France et n'avoir jamais fait transcrire ce mariage sur les registres civils de son pays de naissance, et alors lui, il n'aura pas de problématique. Pour les époux qui souhaitent que leur divorce crée des effets à l'étranger, alors ça dépend des pays. Il y a beaucoup de pays, quasiment toute l'Union européenne et aussi beaucoup d'autres pays qui reconnaissent le divorce extrajudiciaire. On a une liste de pays, on pourra communiquer dessus si la situation se présente. Et quand on n'a pas l'information, alors on écrit au consulat pour leur demander s'ils reconnaissent le divorce extrajudiciaire. Pour l'instant, on n'a pas eu de difficulté. Si jamais, ce qui peut arriver, on a vraiment une situation où le divorce par consentement mutuel n'est pas reconnu dans un pays dont les époux sont originaires, à travers duquel ils veulent que leur divorce ait des effets, alors au pire des cas, on a la situation d'un divorce judiciaire mais amiable, c'est-à-dire qu'on passe devant le juge à une audience de conciliation, puis ensuite on fait une requête conjointe et là on a un divorce judiciaire qui peut tout à fait reprendre les accords amiables. Ça, c'est vraiment dans les cas les plus problématiques, mais généralement, en tout cas, surtout avec l'Union européenne et même d'autres pays, on n'a pas de difficulté à faire reconnaître le divorce par consentement mutuel. Voilà.
Merci beaucoup, Julie. Alors, on m'a posé des questions, notamment concernant les enfants. Alors, je reprends la question. La question concernant les enfants, si les enfants doivent être entendus pour le divorce amiable, eh bien, c'est l'exception à laquelle a fait référence Léa au début de ce webinaire, à savoir que les enfants, en quelque sorte, c'est une obligation du législateur un petit peu folle, même un peu délirante, à savoir que les enfants au-dessus du discernement, qui est fixé entre 7 et 9 ans, plutôt on va dire 7 ans, sont obligés de remplir ce qu'on appelle un formulaire de consentement que je vais tout de suite vous intégrer dans l'onglet les dossiers, en précisant qu'ils sont d'accord avec les modalités de résidence qui ont été pensées et décidées par leurs parents. Donc c'est un petit peu incroyable parce qu'on met, on va dire, des enfants très très jeunes dans la boucle. Donc tout ça est un petit peu formel, précisément sur ce point-là parce qu'on ne passe plus devant le juge d'affaires familiales et que le juge d'affaires familiales n'a plus la possibilité de contrôler, on va dire, même si c'était un petit peu très rapide, le consentement ou pas des enfants sur ce qu'ont décidé les parents. Mais quoi qu'il en soit, ce formulaire de consentement enfant est absolument obligatoire. Les enfants doivent remplir ce consentement. Alors, il y a beaucoup de parents, pour tout vous dire, qui ne veulent pas faire remplir ce formulaire à leurs enfants. Donc, souvent, ils signent, on va dire, un peu à la place de leurs enfants, parce que c'est un petit peu délicat de demander à un petit bout de chou de 7-8 ans, alors, est-ce que tu es d'accord avec l'alternance que papa et maman ont décidé? Même si, bien évidemment, cette obligation imposée par le législateur est là précisément pour obliger les parents à dialoguer avec leurs enfants et leur expliquer un petit peu ce qui va se passer après la signature du divorce. Mais bon, en tout cas, c'est un formalisme qui est absolument obligatoire. Je vais vous envoyer ça, immédiatement. Juste pour terminer, je vais laisser la parole à Maître Rubin avant de vous donner ma conclusion et ma synthèse. Peut-être pour évoquer extrêmement rapidement les blocages qu'il peut y avoir dans l'esprit des justiciables, des clients qui viennent nous voir en disant ah bah non, le divorce amiable, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui peut être un frein et comment est-ce qu'on peut les aider à lever ce frein-là? Donc ça, voilà, c'est une question importante parce que pour vous, assistants sociaux, pour orienter au mieux les agents et salariés que vous rencontrez, j'imagine que ce sont des questions qui peuvent être un petit peu soulevées parfois quand il y a eu des difficultés assez importantes dans le couple, que ce soit au niveau de patrimonial, ou parfois au niveau violence, ou au niveau des enfants. On dit ah non, non, divorce à l'amiable, c'est pas pour nous. Donc voilà. Maître Rubin, à vous. Oui, et pour revenir sur ce formulaire d'audition des enfants, c'est un formulaire où surtout on demande à l'enfant est-ce que tu voudrais être entendu par le juge? Bon, c'est donc a priori en consentement mutuel, ce formulaire paraît un peu bizarre parce qu'on imagine qu'en consentement mutuel, l'enfant est, on va dire, d'accord, sauf quand ce sont bien sûr des tout petits et qui n'ont pas leur discernement, mais d'accord, notamment s'il devient adolescent, sur l'alternance ou sur tel ou tel type de droit de visite. Donc c'est un formulaire, je dirais formel, d'où son nom, mais qui indique simplement sur le formulaire que vous aurez, est-ce que l'enfant va être entendu ou non par le juge. Et en consentement mutuel, il n'y avait pas lieu d'être, puisqu'il n'a lieu d'être cette demande d'audition que dans le cas où il y a un contentieux entre les parents sur la résidence des enfants. Mais il est là parce qu'aujourd'hui, c'est un droit qui est reconnu à l'enfant et une obligation des parents de dire à l'enfant, oui, tu pourrais être entendu par un juge si tu le souhaitais. Alors, ce divorce à l'amiable, oui, c'est vrai que parfois, il y a des époux qui font des blocages à la fois sur le principe du divorce, parce qu'ils ne comprennent pas que leur conjoint veut vraiment divorcer. Ils se disent, en disant non, eh bien, je l'empêche de divorcer à l'amiable, donc il ne fera rien. Donc, je pense qu'il est important, et nous, c'est, je dirais, quasiment la pratique au cabinet, lorsque madame nous dit, imaginons madame vient nous voir, nous dit j'en ai déjà parlé, on est d'accord sur tout, donc là tout va aller rapidement, on va lui faire un projet, elle va en discuter avec monsieur, mais lorsqu'elle nous dit monsieur, bon il n'est pas prêt à divorcer, je ne pense pas y arriver, je pense que faire une lettre, que l'avocat fasse une lettre au monsieur en l'espèce en lui disant que madame souhaite divorcer, peut-être ajouter souhaite fermement divorcer,
Parfois, il y a eu un contexte de violence, un contexte conjugal de harcèlement, de dénigrement, mais pourquoi pas dans la phrase que malgré un contexte, parfois ce monsieur va peut-être passer prochainement en médiation pénale ou devant le tribunal correctionnel parce que peut-être il y a eu des violences, eh bien écrire à ce monsieur que malgré un contexte familial, sans trop rentrer dans les détails, madame souhaiterait apaiser le relationnel et s'orienter vers un divorce à l'amiable. Je pense que ce type de lettre permettrait à l'autre conjoint qui n'est pas prêt psychologiquement et sur le principe à divorcer, peut-être parfois permet de débloquer. Car trop souvent, je reçois des personnes qui viennent me voir en disant « je suis convoqué devant le juge dans un mois ». Elle ne m'a jamais parlé de divorce, ou il ne m'a jamais parlé de divorce, ça me tombe sur le nez comme ça. Bon, je sais, ce n'est pas l'idéal à la maison, mais elle ne m'en a jamais parlé. Donc, c'est vrai que le fait de recevoir une convocation comme ça, sans préalable d'une lettre tendant la main, invitant à ce divorce par consentement mutuel d'un conseil, et lorsqu'on reçoit la convocation, là, malheureusement, souvent, on va partir de suite dans la guerre, et très souvent, je ne dis pas toujours, fort heureusement, lorsqu'on travaille avec des avocats qui sont prêts à dialoguer, à atténuer le conflit, mais très souvent, malheureusement, c'est un divorce qui risque de partir sur les chapeaux de roue et ne plus s'orienter vers un consentement mutuel. Donc, je dis que c'est important, si on peut faire ce type de courrier avant, même si on pense qu'une requête est possible, il faut le faire pour tendre la main à l'autre pour éviter un blocage. Par contre, il faut aussi faire très attention. Vous avez aussi des époux qui vont dire « oui, je suis d'accord de divorcer, mais ça va choper et sur un montant de pension et sur des je veux le mercredi, je veux pas le mercredi, je veux tel droit de visite ». Alors, il faut faire attention. Lorsqu'on voit qu'une négociation dure trop longtemps, soit entre les époux, soit avec l'autre confrère qui assistera donc l'autre conjoint, lorsqu'on voit qu'une négociation dure trop longtemps, souvent pour débloquer le conseil que je donne, ou bien lorsqu'une personne vient nous voir et nous dit « c'est sûr, il ne voudra pas divorcer, c'est pas la peine ». Alors à ce moment-là, on peut faire les deux en parallèle. On peut déposer à la fois une requête devant un tribunal, et on sait malheureusement aujourd'hui avec cette période de confinement, ce retard qu'ont pris les tribunaux, les délais vont peut-être être encore un peu rallongés, notamment il y a des tribunaux, vous avez Pontoise, Versailles ou d'autres tribunaux où les délais, lorsqu'on dépose une requête et qu'on veut passer en conciliation de divorce, ça peut prendre 6 mois, 8 mois. Donc, souvent, lorsqu'une personne vient me voir et me dit « elle ne veut pas divorcer, je sais, on n'arrivera à rien », je dis « on peut faire les deux en parallèle. On fait cette lettre invitant à ce divorce à l'amiable, on tente quelque chose, on donne ce projet de convention pour que les époux tentent d'en parler, et puis cette lettre qu'on envoie pour inviter l'autre à divorcer à l'amiable va peut-être lui permettre d'aller voir un avocat. On va pouvoir avoir quelqu'un avec qui discuter. Parce que très souvent, lorsqu'un couple ne dialogue pas, la problématique, c'est que si je dépose une requête, par exemple sur Pontoise, dans 8 mois, je serai devant le juge, monsieur sera informé que peut-être 1 mois avant la date de conciliation, j'aurais perdu 6-7 mois à n'avoir personne avec qui négocier. Or, le fait d'envoyer une lettre, de préparer, d'inviter à ce consentement mutuel, peut permettre que durant ce délai entre le dépôt de ma requête et la conciliation, ce ne soit pas ce qu'on appelle un délai mort, un délai vide de toute tentative de négociation. Donc très souvent, je le dis, lorsqu'on sent qu'il y a un blocage de l'autre côté, il vaut mieux faire les deux en parallèle, inviter par une lettre à ce divorce par consentement mutuel, mais pour ne pas perdre de temps, parce que vous avez aussi, par exemple, des conjoints qui vont se séparer ou qui sont déjà séparés, et par exemple, madame ou monsieur ne verse pas de pension. Imaginons, c'est madame qui a les enfants, ils sont séparés depuis 6 mois, ils ne payent plus le crédit de la maison, ils ne payent pas de pension pour les enfants, elle a tout en charge. Il faut impérativement, pour débloquer cette situation, tenter la bien, oui, mais déposer cette requête pour qu'une fois pour toutes, une décision soit rendue. Et très souvent, ce qu'il arrive, et j'en finis, lorsque monsieur ou madame recevra une convocation devant le juge, madame lui a dit « je veux divorcer », il a dit « parole, parole », comme disait Dalida, c'est des paroles. Une lettre d'un avocat arrive en disant « je vous invite », elle veut apaiser la situation, divorcer amiable, je dis « c'est une lettre d'avocat, je ne réponds pas, je vais voir personne ». Madame dépose une requête. À ce moment-là, il reçoit une convocation du tribunal.
Et là, il se dit, c'est plus parole-parole, c'est plus une lettre d'un avocat, je suis convoqué devant le juge. Et très souvent, cette convocation, on a un bon nombre de dossiers au cabinet comme ça, cette convocation a permis de débloquer, a permis à ce monsieur d'aller voir un avocat et que nous discutions et que ce monsieur, en l'espèce, comprenne que c'était son intérêt, que ce soit pour lui, pour les enfants, pour les renonciations à certains avantages que faisait madame, pour la liquidation des biens, que c'était son intérêt de faire un divorce amiable. Donc malheureusement, parfois, on est obligé de faire les deux en parallèle, on tente l'amiable, mais on dépose une requête pour que lorsqu'on est en face de quelqu'un qui refusait le divorce, qui fait un blocage pour ennuyer, pour retarder, il sait que madame a déjà quelqu'un, il veut retarder tout cela, eh bien le fait d'être convoqué devant un juge en conciliation permet de débloquer souvent la situation et souvent on renonce à cette procédure devant le juge. On a beaucoup de dossiers au cabinet comme ça qu'on finalise après à l'amiable. Je vous remercie. Maître Arnaud, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Voilà. Oui. Voilà, je vous remercie beaucoup à toutes pour toutes vos interventions. Alors, si on devait résumer, donner une question à la problématique de ce jour, est-ce que le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat est toujours d'actualité en période de Covid? Vous avez compris que oui, il est plus que jamais d'actualité, puisque les tribunaux sont fermés. Donc, même les personnes qui sont sur un terrain contentieux, comme l'a explicité très clairement à l'instant Maître Rubin, vont se déporter, on va dire, vers une procédure de divorce par consentement mutuel, parce que ça pourrait aller plus rapidement. Dans le deuxième cas qu'a évoqué Maître Arros, s'il y a un bien qui doit être vendu, puisque vous avez compris que toutes les conséquences du divorce doivent être réglées avant la signature, eh bien, même si ça prend un peu de temps, grâce aux deux avocats, on peut commencer déjà à mettre un cadre en proposant un projet de convention amiable. Comme vous l'avez vu, je vous ai transmis un modèle absolument vierge. Le précédent, d'ailleurs, vous pouvez le garder aussi. C'était des noms un petit peu mélangés. C'était pour vous donner une idée un petit peu comment est-ce que ça se structurait. Maintenant, pour les questions très spécifiques concernant le patrimoine, concernant les enfants, la résidence, ou même des cas de violence conjugale qui pourraient paraître être un obstacle à un divorce par consentement mutuel, ce n'est pas le cas. Et le divorce par consentement mutuel a énormément de ressources. Et puisque, comme je l'ai dit en introduction, le devoir de conseil des avocats est renforcé, est au cœur de cette procédure-là, et elle est encore plus renforcée en période de crise sanitaire, alors bien heureusement, on a souvent affaire à des confrères qui sont sur la même longueur d'onde que nous, et on peut avancer très intelligemment, très rapidement, beaucoup plus que ne le ferait la justice, la police ou la gendarmerie, en offrant un cadre juridique et même sécuritaire très intéressant, précisément dans le cadre de cette convention de divorce par consentement mutuel. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre site internet au sein de l'onglet ressources open access. Normalement, ce soir ou demain matin avant midi, vous trouverez énormément de documentation concernant les 3 derniers webinaires, donc celui d'aujourd'hui aussi. Si vous avez des questions très précises, et c'est vrai que le sujet est vaste, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Moi, je retransmettrai à Maître Arros ou à Maître Rubin en fonction des questions posées. Je vous le répète, concernant les consultations juridiques gratuites, vous pouvez tout à fait orienter vos agents et salariés vers nous. On continue à recevoir les gens, virtuellement parlant, mais on continue à les recevoir. On continue à préparer des projets de convention justement pour offrir une sécurité juridique aux personnes qui viennent dans des cas qui sont souvent complexes en matière de confinement. Et on évite précisément que le contentieux se cristallise, que des situations se dégénèrent justement en leur offrant la rédaction d'un projet de convention qui va permettre de cadrer les choses, au moins dans un premier temps, le temps que la signature puisse être effective. Je vous souhaite à toutes une excellente après-midi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, toujours à la même heure à 14h, pour un sujet très intéressant qui est tout sauf cosmétique, qui est la charge mentale des femmes en période de crise sanitaire, l'équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie familiale. Une psychologue clinicienne m'accompagnera, Madame Claire Dahan, et une professeure des écoles, Madame Ilana Waknin, qui est formatrice elle-même. Nous donnerons des angles extrêmement intéressants et moi, je vous apporterai les éléments juridiques sur ces sujets-là parce que oui, il y en a aussi concernant la charge mentale des femmes en période de Covid. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin d'après-midi et on reste
totalement à votre disposition pour répondre à vos questions. Vu que les questions sont très précises, là, c'est difficile, c'est pas le lieu on a essayé de vous répondre autant que faire se peut aux questions précises que vous posiez, mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous envoyer des questions par mail et on vous y répondra aussi précisément et rapidement que possible. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.